La répression continue pour les soutiens des Palestiniens. Siam Asbag, la militante notamment antiraciste, militante sur les questions de violence policière, de contrôle aux faciès et puis aussi pro-palestinienne, a été convoquée pour un tweet sur la Palestine et elle nous raconte ça dans une petite vidéo assez courte qu'on va se mettre et puis qu'on va commenter. Alors on avait vu, hein, ça fait suite à plein de convocations et de répressions, notamment une des plus honteuses pour moi, c'est celle de condamnation à 1 an de prison avec sursis pour un représentant CGT du Nord, Jean-Paul de Lascaux, je crois, qui avait fait un tract. Donc voilà, un tract, ça peut vous emmener très très loin en France. Alors si c'est un tract où vous traitez les Palestiniens d'animaux ou je sais pas quoi, là ça va pas vous emmener quelque part. Je pense que ça peut vous emmener sur un plateau télé à la limite, mais ça va pas vous emmener en prison. Par contre, si vous faites un tract en soutien aux Palestiniens et puis que vous êtes un petit peu offensif, là vous pouvez vous retrouver assez mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder du coup ce que nous dit Siam Asbag et on va commenter. Donc, elle tweet ceci: Je suis convoqué par la police pour un tweet sur la Palestine, comme Émilie, Anas, Rima, comme tant d'autres avant et comme ceux qui vont suivre. Les procédures pour apologie du terrorisme se multiplient avec un objectif: museler le soutien à la Palestine. Et on en avait parlé de tout ça. C'est pour ça qu'on fait gaffe, nous, avec le terme terroriste, parce que évidemment, moi je pense que si on fait des actes pour terroriser la population, et il semble qu'il y en ait eu le 7 octobre, donc ça ne me choque pas en fait qu'on appelle ça du terrorisme. Le problème c'est qu'à ce moment-là, bah, les guerres, je sais pas, en Irak, en Afghanistan sont du terrorisme, parce que il y a aussi une partie de terreur face aux civils. À ce moment-là, ce qui se passe actuellement, hein, le nettoyage ethnique, voire le génocide à Gaza, est aussi du terrorisme. En fait, toute guerre qui comprend des mécanismes de terreur face aux civils devient du terrorisme. Et donc, ça me gêne en fait si on le voit que dans un sens et que ça permet de condamner pour apologie du terrorisme, qui met dans le même paquet ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire une guerre quand même contre une entité coloniale qui est Israël, et ce qui s'est passé au Bataclan ou les attentats de Nice ou des choses comme ça, comme si c'était exactement la même chose et comme si Siam Asbag, quand elle montre son soutien aux Palestiniens, elle était en train de dire je suis pour Mohamed Merah ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas du tout le cas, quoi. Donc c'est ça qui me gêne, moi, dans cette appellation de terrorisme et dans ces procès politiques là, pour apologie du terrorisme. Je trouve que c'est assez grave ce qui se passe au niveau démocratique, quoi, parce on finit par avoir peur de tweeter des choses qui ne semblent pas être autre chose qu'un soutien à un peuple qui est en train de se faire génocider. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit. Bon, je suis convoqué par la police pour un tweet sur la Palestine. C'est dans le cadre d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. T'es là, t'entends apologie du terrorisme, t'as l'impression que j'ai dit un truc de ouf. Mais en fait, voici ce qu'on me reproche. C'est une publication qui date du 7 octobre dernier et dans laquelle j'ai écrit: un responsable, l'État colonial israélien; une solution, la fin de la colonisation et la libération de la Palestine; une ligne politique, sans cesse rappeler les causes, à savoir l'occupation et ses violences, dénoncer les États complices et soutenir la résistance palestinienne. Non mais, c'est une putain de dinguerie. C'est ça le tweet. Non mais c'est une dinguerie le tweet, il est pas du tout offensif, enfin il est pas vénère son tweet. Alors, je ne dirai rien, hein, parce que voilà, toute considération améliorative de ce tweet peut être considérée comme une apologie du terrorisme, mais ça paraît pas particulièrement choquant en fait ce qu'elle a tweeté. Enfin, en quoi c'est de l'apologie du terrorisme tout ça? Elle dit bon voilà, il y a un responsable. En plus, c'est le 7 octobre. C'est quand même pas pareil. Les gens vous font croire que le 7 octobre, quand elle tweet ça, elle a les mêmes informations, je sais pas, que le 9 octobre, où on sait plus de choses sur ce qui s'est passé le 7 octobre et où bah, c'est pas exactement pareil, quoi. Le 7 octobre, quand tu es un militant pro-palestinien, que tu sais ce qui s'est passé depuis 80 ans, tu vois un acte d'action militaire des Palestiniens vers Israël, tu as une tendance directement à bah, recontextualiser, dire bah non mais attention, on va nous faire croire qu'en fait les Palestiniens sont des espèces de barbares assoiffés de sang. Bah non, il faut quand même rappeler qu'il y a une colonisation, qu'il y a un état d'apartheid, qu'ils ont aucun levier politique, que tout leur est refusé depuis des années, que même élire eux-mêmes leurs représentants leur est refusé. Enfin voilà. Euh,
je trouve que c'est un petit peu bancal de nous faire croire 5 mois après que ce truc-là, c'est dire: «Ah oui, on voulait que des bébés soient décapités», quoi. Bon, évidemment, c'était une fake news en plus, les bébés décapités, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas pareil que, 5 jours plus tard où on va vous dire: «Ah bah oui, mais il y a eu des civils qui ont été tués», des choses comme ça. On le savait quand même moins le 7 octobre et bon, il y avait quand même des fake news aussi 5 jours plus tard où, c'était plutôt dans le sens inverse. On avait l'impression que c'était, un truc ultra, ultra, ultra contre les civils et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte un petit peu plus, je pense, de manière un peu plus neutre de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, oui, il y a eu des civils qui ont été tués, des fois on ne sait pas forcément trop qui les a tués. Il y a eu, une volonté de prendre des otages, ça c'était sûr et puis, il y avait aussi, pas mal de militaires qui ont été tués, quoi. Plusieurs choses sur ça. Bon, déjà évidemment, je ne suis ni la première ni la dernière à être convoquée pour avoir exprimé un soutien à la Palestine et aux luttes des Palestiniens. Depuis le 7 octobre, des centaines de personnes ont été inquiétées pour les mêmes raisons. Toutes n'ont pas eu affaire à la police ou à la justice. On le sait, la répression prend plusieurs formes. Il y a eu bien sûr des gardes à vue, des perquisitions, des procès et même des condamnations, mais il y a aussi eu des conseils de discipline, des licenciements, des manœuvres d'intimidation, des conférences déprogrammées de force, des publications censurées sur les réseaux sociaux, des expulsions, une pression politique et médiatique quotidienne, etc., etc. En fait, c'est simple, en France, comme dans d'autres pays occidentaux, tout a été fait pour empêcher l'expression d'une solidarité avec le peuple de Palestine. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tout pouvoir impose sa domination. Et en l'occurrence, là, le récit colonial. Ça fonctionne toujours avec d'un côté de la propagande et de l'autre la répression. D'un côté, on instaure un récit dominant avec sa chronologie, ses hiérarchies, ses mythes et son vocabulaire. On te raconte l'histoire de manière à ce que l'opprimé apparaisse comme l'oppresseur et l'oppresseur comme l'opprimé. Et de l'autre côté, on criminalise tous ceux qui rejettent ce récit, qui proposent une autre analyse de la situation et qui s'organisent contre ces violences. Eux, on les menace, on les censure, on les sanctionne. Et plus les failles du récit colonial sont exposées, plus le pouvoir est contesté, plus la répression se durcit. C'est une manière d'envoyer un signal fort à tous ceux qui voudraient prendre position. C'est à ça que sert la criminalisation, à disqualifier les voix contestataires, à désigner des ennemis, et bien sûr, ce faisant, à préserver l'innocence des dominants, l'innocence coloniale. Ça, on le voit bien, hein. Je le disais avec le deux poids deux mesures entre les soutiens d'Israël et les soutiens de la Palestine, quoi. C'est-à-dire qu'on veut nous inculquer une seule manière de voir le monde et dès que vous allez à l'encontre, vous êtes en sueur parce que vous allez être convoqué par la police, parce que, vous pouvez être jugé pour des conneries, quoi. Bah oui, c'est eux l'axe du bien et nous l'axe du mal. C'est aussi évidemment une manière de pousser à l'autocensure, que chacun se dise « Regarde, un tel il a été condamné pour ses propos sur la Palestine, regarde l'autre elle a perdu son travail, regarde lui comment il se fait attaquer sur les réseaux sociaux, oh là là, vaut mieux éviter ça. » Vous voyez ? Bref, on veut nous faire taire. Et c'est le rêve de tout pouvoir, quelle que soit sa forme. Il travaille au silence, à l'inaction et à l'impuissance de ceux qui pourraient contester son autorité ou menacer l'ordre établi. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 3 choses. Déjà, si vous avez été victime de cette répression, mettez-vous en lien avec des organisations. Vous pouvez par exemple contacter la Legal Team antiraciste, je mettrai les coordonnées en commentaire. C'est important parce que les responsables politiques ou les militants qui sont visés ont a priori de quoi se défendre. En tout cas, ils connaissent les rouages. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc partagez l'information s'il vous plaît. Ensuite, il n'y a pas de secret. L'une des clés, c'est la solidarité. Il faut faire front ensemble. Toutes les personnalités et structures visées, mais aussi toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce combat, doivent organiser la riposte. Il faut les soutenir, les rejoindre, participer aux mobilisations à venir. Bref, il faut s'organiser. Enfin, il faut tenir la ligne politique. Malgré les intimidations et les menaces, il ne faut rien céder. Il ne faut rien renier de nos discours et de notre dénonciation du colonialisme israélien et des complicités mortifères des États occidentaux. On ne peut pas se taire, on ne doit pas se taire. Ceux qui sont du côté des peuples colonisés et opprimés n'ont pas à rougir. C'est nous qui sommes du côté de la vie, de la justice et de la paix. C'est la ligne à tenir et c'est la ligne qu'on continuera de défendre, Inch'Allah. Ouais, non mais elle a raison, hein, notamment quand elle dit, y a que l'organisation qui peut nous «sauver» entre guillemets et ça je le rappelle souvent en tant que léniniste notamment. Lénine dit, qu'en gros il y a pas de salut hors du parti, quoi. C'est-à-dire que, si on s'organise pas entre nous, si on n'arrive pas à faire front et à ne pas se laisser chacun crever dans un coin parce qu'on a peur de soutenir quelqu'un qui est, pro-palestinien pour je ne sais quoi, parce qu'on a peur d'être nous-mêmes visés, ben on va finir tous manger, mais même ceux qui, pensent qu'eux, ils sont modérés et tout. Et c'est là où des fois, moi je tacle la ligne Roussel.
c'est que moi j'ai plein de camarades au PCF, mais le problème, d'ailleurs il y en a plein même sur les questions palestiniennes qui sont meilleurs que ce qu'a fait l'AFI jusqu'au 7 octobre au moins, hein. Historiquement, le PCF est le grand parti français, on va dire, pro-palestinien, quoi. Le problème, c'est que quand on veut faire comme Roussel et qu'on veut être toujours là à montrer patte blanche, à dire qu'en fait nous on est moins extrémiste que Mélenchon, que sur la Palestine Mélenchon allait trop loin, des choses du genre, hein. Je crois qu'on peut le même retrouver, hein. Ce Roussel, il a dit ça aujourd'hui, même. Je tourne le lundi 22 là, je crois qu'il a fait ça aujourd'hui, ouais. Voilà, regardez ça, il est discrédité. Et pièce parallèle dressée par Jean-Luc Mélenchon entre Adolf Eichmann, le logisticien de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale, j'explique pour ceux qui nous écoutent, et le président de l'université de Lille 3, qui avait annulé la première conférence. Fabien Roussel, est-ce que vous avez été convaincu? Moi, je ne vais pas vous demander de condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais il s'est expliqué. Ça, Roussel, c'est sa stratégie depuis la présidentielle, c'est de se faire une place en tapant sur Mélenchon, alors qu'aujourd'hui, on aurait plutôt besoin de faire front. À la limite, on aimerait bien qu'ils tapent sur Mélenchon par la gauche, quoi, qu'ils disent ouais, Mélenchon, il est un petit peu mou quand même sur le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ou sur d'autres choses, quoi. Et en fait, il a choisi l'inverse, la stratégie de regarder. Moi, je suis beaucoup plus mesuré. Regardez les bourgeois. Moi, je suis pas là à crier partout comme Mélenchon. Vous pouvez me faire confiance. Mais sauf qu'en fait, si on fait ça, la gauche va se faire manger. La gauche doit, comme disait Siam Asbag, rester sur sa ligne, mais faire front en s'organisant. Et je crois qu'il y a même des organisations historiquement un peu gauchistes, un peu d'extrême gauche, qui ont commencé à parler de ça. Il y a Anas Kazib qui a parlé de ça, et on voit que la montée de la répression, la montée du néofascisme débloque parfois des situations et peut créer des fronts, parce qu'on se dit on va finir tous par se faire croquer, quoi. Il y a aussi Olivier Besancenot, le porte-parole du NPA-B, qui a fait ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant, quoi, plutôt que de cracher sur Mélenchon en disant non, il va trop loin, quoi. Même si j'ai pas suivi la polémique sur Eichmann, je sais pas qui a raison dans cette histoire, mais on pourra toujours trouver quelque chose pour cracher sur Mélenchon ou sur Roussel ou sur n'importe qui. En fait, tout le monde fait des erreurs. Si on décortique les tweets de chaque personne, on peut lui cracher dessus, quoi. Il faut voir de manière globale, je pense. Il a dit qu'il faisait référence à Hannah Arendt, à la banalité du mal, aux mécanismes qui conduisent certains à aller à l'odieux. Est-ce que ces explications vous ont convaincu? Mais c'est bien la raison pour laquelle je ne me retrouve plus du tout dans Jean-Luc Mélenchon, puisque ses propos excessifs discréditent tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il compare un professeur d'université à un nazi. Il m'a moi-même comparé à un nazi. Jean-Luc Mélenchon a comparé Roussel à un nazi. C'était pas plutôt Sofia Chikirou qui avait comparé... Enfin, qui n'avait pas comparé, qui avait dit il y a du Doriot dans Roussel. Enfin, si c'est Sofia Chikirou qui a fait ça, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Mélenchon. Et je pense qu'avec Doriot, ce qu'il voulait dire, c'était le trajectoire comme ça d'un homme de gauche qui se droitisse, quoi. C'était pas de dire que Roussel c'était Heinrich Himmler, quoi. Sinon ça n'a aucun sens comme propos, évidemment, quoi. Alors, il est discrédité. Je peux rien dire. C'est indéfendable ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Indéfendable, voilà. Donc bref, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire à gauche. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring, sur laquelle on va sortir très bientôt une vidéo interview avec un invité spécial. Sur ce, je vous dis à plus.